Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Je suis très content de vous accueillir pour ce 108e épisode dans lequel j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Valentin Bert, le fondateur de l'agence No Code Factory. Un super échange avec beaucoup de no-code, vous imaginez, et aussi plein de bons conseils si vous voulez savoir un petit peu ce que c'est la vraie vie d'une agence. Vous verrez, c'était passionnant. Allez, j'envoie l'épisode. Salut Valentin. Bienvenue dans le podcast de Contournement. Merci de m'accueillir à Station F, chez toi. Chez moi, ouais. En tout cas, là où vous avez vos bureaux. J'aimerais bien que ce soit chez moi, mais pas encore. Un jour. Donc voilà, donc tu es le fondateur de No Code Factory, donc une agence que les gens connaissent peut-être déjà dans l'écosystème No Code. Tu vas nous raconter tout ça. Voilà, c'est en fait, d'habitude je fais une longue intro et puis en fait je me dis que je vais te demander de te présenter d'abord parce que voilà, il y a plein de choses qu'on va aborder, mais j'ai envie d'en savoir un peu plus sur toi pour commencer. Yes. Déjà, merci de l'invite dans le podcast. Moi, ça me fait hyper plaisir d'être là. En fait, pour la petite histoire, j'ai en partie découvert le no-code grâce à vous il y a 2 ans et demi. J'étais tombé sur certaines de vos vidéos et de vos tutos, donc voilà, je suis content d'être là, c'est cool. Moi du coup, je m'appelle Valentin, j'ai 27 ans, j'ai fondé une No Code Factory il y a 2 ans et demi, à peu près en même temps que j'ai découvert le no code, enfin peu de temps après. J'étais pas du tout prédestiné à faire de la tech ou du code ou du no code. Mais en fait, j'ai une formation de commerce. J'ai fait une parcours classique, prépa, école de commerce. J'ai fait un double diplôme avec l'IX avec l'IX et HEC en entrepreneuriat. J'ai monté une boîte dans la food qui s'appelait Terre d'Apéro. Donc, tu vois, hyper lié au no-code. Ouais. Après, le no-code peut s'immiscer partout. Mais, ouais, c'est clair. Qu'est-ce que vous faisiez ? Et en fait, on faisait de la conception et de la distribution de tartinades apéritives à partir de légumes d'Île-de-France. Okay. Donc, on avait monté ça avec mon coloc et associé, du coup, à l'époque. C'est lui qui avait, je dirais, l'expertise cuisine, recettes, prod. Donc, il testait les recettes à l'appart. Ensuite, on récupérait soit des surplus de production de légumes de producteurs d'Île-de-France ou de maraîchers en Île-de-France. On mettait tout ça dans un camion. On allait fabriquer dans une usine de rillettes dans la Sarthe. Et ensuite, on partait avec le camion plein de légumes. Et on revenait aux régions parisiennes avec le camion plein de bocaux de tartinades. Et derrière, on vendait ça à la CHR, donc café, hôtel, restaurant à Paris. Ok, donc c'est un business plutôt B2B. C'était pas genre vous alliez pas distribuer des apéros, non. Pas Allo Apéro. Non. Okay. On avait quelques petites ventes en direct sur le site, mais c'était 3 fois rien. Comment vous aviez fait votre site ? On l'avait fait en Squarespace. Okay. Un des premiers, c'était ma première expérience en no-code. Si on peut appeler ça du no-code, Squarespace, si, en vrai, on peut appeler ça du no-code. Ouais, carrément. Donc en fait, on a monté ça pendant quasiment 6-8 mois. Et en fait, on est arrivé à un moment où on s'est rendu compte que si tu voulais scaler une boîte dans la food et avec des enjeux hyper opérationnels, tu avais 2 manières. Soit tu te rapprochais de la prod et tu levais des fonds, tu construisais ton usine et tu fabriquais pour d'autres personnes. Soit tu allais voir des fabricants à façon et du coup, c'est eux qui fabriquent pour toi et toi, tu t'occupes plus de la distribution. Donc, on se posait un petit peu des questions avec mon associé après 6-8 mois de boîte. En fait, au moment où on se posait un peu ces questions, on a eu une offre de rachat. Et donc, on a revendu la boîte. Depuis, Bastien a monté Vesto. C'est une boîte qui fait du reconditionnement de matériel de cuisine pour les restaurateurs. C'est en gros, de manière hyper simplifiée, c'est le back market du matériel de restauration. Okay. Et du coup, moi, je me suis lancé dans une activité de conseil en gross marketing. Et très rapidement, j'ai découvert le no-code grâce au gross marketing. Je suis rentré dans le no-code grâce à la porte du gross. Okay. Et ensuite, j'ai monté No Code Factory. Ok. Du coup, ça fait un grand saut parce qu'en fait, je pense qu'il s'est passé d'autres choses entre-temps. Enfin, c'est quoi, du coup, un peu la genèse, justement, de No Code Factory ? À quel moment, donc, en gros, tu bossais en freelance ? Ouais. Et à quel moment tu t'es dit, je vais faire une agence
Est-ce que tu as commencé No Code Factory en étant tout seul? Est-ce que, tu vois, c'est quoi le switch qui fait... Il y a eu plusieurs moments en fait où je me suis dit il y a peut-être un truc à faire. En fait il faut faire un truc. En fait fais-le maintenant. Quand je bossais en grosse, en fait il y a eu plusieurs moments où j'ai spoté un peu des frustrations dans les boîtes que j'accompagnais, entre les gens qui avaient les idées, donc le marketing, les entrepreneurs, les mecs des sales, et l'équipe qui était censée les mettre en place, donc les devs, les mecs en ops, etc. Et à chaque fois, il y avait une frustration des deux côtés, de la part de ceux qui avaient les idées, donc des créateurs, entre guillemets, qui étaient frustrés que leurs idées puissent pas être mises en place, que ça aille pas assez vite, que ça coûte trop cher. Et en même temps, il y avait la même frustration du côté des devs ou des ops, qui était que en fait c'est pas à nous de faire ça, c'est un sujet market ou c'est un sujet sales, débrouillez-vous tout seul, vous êtes grand quoi. Nous on a des vrais sujets tech sérieux entre guillemets à gérer, on peut pas tout faire. Et en fait cette frustration là je l'ai spotée plusieurs fois et je me suis dit mais c'est quand même bizarre parce que moi quand je l'ai rencontré sur Terre d'Apéro, typiquement on parlait du site e-commerce, on n'avait pas besoin de dev pour faire un site, juste on a fait un truc en no-code et puis c'était fini quoi. Et donc j'ai commencé à proposer un petit peu des services de création de sites web en no-code, ou de landing page ou d'automatisation. Et en fait j'ai vu que très vite les clients pour lesquels j'avais fait ce genre de prestat étaient ultra contents de ça, limite plus que le gros. Et donc je me suis dit tiens, il y a sûrement un truc à faire et on pourrait le faire plus sérieusement, de manière plus structurée, avec sur des projets un peu plus ambitieux, si je le faisais en tant qu'agence et pas en tant que freelance. Parce que toi, on va revenir après ton rôle vraiment plus opérationnel dans l'agence, tu vois, mais en fait à ce moment-là, quand tu faisais les choses, comment est-ce que tu es monté en compétence, tu vois? Est-ce que, tu vois, c'est au début, tu trouvais un peu les outils, tu vois, comment, parce que ça va m'amener un peu à la question, parce qu'aujourd'hui, chez No Code Factory, vous utilisez des outils quand même assez avancés, du web, du Xano, tu vois, mais comment ça se fait aussi un peu ce chemin-là? Je pense que c'est lié à ce que tu viens de dire, mais j'aimerais bien comprendre un peu le début, tu vois, c'est quoi les premiers outils que tu as utilisés? Ouais, en fait, je pense qu'on est monté en complexité et en expertise et en qualité de ce qu'on fait chez No Code Factory, un peu petit à petit, au rythme où les outils no code se sont professionnalisés. Et donc en fait au début, tu vois, on commençait, pour répondre à ta question, moi j'utilisais donc Squarespace, qui est je sais même pas si c'est vraiment un outil no code, parce que c'est vraiment... Erwan aime bien le citer parce que c'est le premier outil qu'il a utilisé, son premier site qu'il a fait en 2009, un truc comme ça, donc ouais. Du coup, tu vois, au début j'utilisais Squarespace, après j'ai découvert Webflow et là il y a eu un avant et un après. Okay. Je pense que c'est vraiment un des outils qui a changé ma vie, enfin en tout cas qui a changé mon taf, avec Make, WeWeb, Xano. Ouais, mais donc le premier, donc finalement ce point de bascule, c'est Webflow quelque part. C'est Webflow, ouais. C'est le truc où tu passes d'un outil, on va dire, c'est vrai que Squarespace, on n'en parle pas beaucoup dans la communauté no-code, mais bon, on va dire c'est la catégorie de moteur. Très accessible. Ouais, voilà, comme je sais pas ce qui est le mieux maintenant dans cette catégorie, peut-être Framer, j'ai l'impression que c'est le... Wix est très... ouais, Wix c'est le plus gros. C'est le plus connu, accessible. Mais est-ce que c'est bien, tu vois, est-ce que c'est un bon outil, Wix? Je pense que c'est un bon outil. Nous, on l'utilise. Enfin, moi, je le recommanderais pas. Je le recommanderais que aux personnes qui ont des contraintes très fortes de coûts, de maintenance, de montée en compétences, de délai. Ouais, vraiment le truc le plus accessible possible. Ouais. Mais et voilà, et donc tu es passé de ça, on va dire, cette catégorie d'outils à Webflow, donc un outil professionnel. Donc quelque part, c'est là où on comprend aussi côté, ça devient une activité professionnelle, on utilise un outil professionnel, quoi. Exactement. En fait, je pense que j'étais plus dans, tu vois, en essayant de l'abstraire et de l'intellectualiser là, quand tu me poses la question, je pense que le fait de passer de Squarespace à Webflow, c'est à peu près le moment où je me suis dit, en fait, avant, j'étais dépendant de l'outil. Je pouvais, si quelqu'un me demandait un truc un peu trop complexe, j'étais cuit. C'était les limites de l'outil qui étaient les limites de l'outil. Et en fait, Webflow, c'est la première fois où je me suis dit, peu importe ce qu'on me demande, je trouverai toujours un moyen de le faire. Ouais. Et effectivement, en Webflow, peu importe ce qu'on me demande, alors faut évidemment sur des espaces, sur des authentes, des trucs comme ça, c'est pas le meilleur outil, mais globalement d'un point de vue graphique, en tout cas, d'un point de vue création de site web, de site vitrine, de blog, etc. Globalement, tu peux tout faire. Ouais.
termes de contenu et de personnalisation, c'est quasiment illimité, quoi. Ouais. C'est plus sur la logique et sur le côté un peu web app, en fait, finalement, que c'est pas... Mais là, du coup, c'est juste que Webflow, c'est pas le meilleur outil pour ça. Ouais. Il y en a d'autres, WeWeb notamment. Mais ouais, donc je pense que le fait de être à l'aise avec le fait que les gens puissent demander ce qu'ils veulent, c'est un peu ce qui a participé au switch mental de, en fait, avant tu faisais ça pour rendre service, maintenant c'est un service à part entière. Okay. Et limite, c'est le gros qui va rendre service à la création de sites web, quoi. Ok, c'est intéressant. Et du coup, juste pour c'est qui les premiers recrutements, tu vois, quand ça commence à devenir une agence, quoi. Ouais. J'ai pas mal attendu avant de recruter. Alors, je bossais un petit peu avec des stagiaires, avec des alternants, parce qu'au début, quand tu montes une boîte, t'as pas trop de ressources, faut faire gaffe, un sou est un sou, donc faut essayer d'être frugal. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que les personnes qui étaient le plus à l'aise avec les outils no-code, c'était les designers. Et donc, très vite, en fait, j'ai cherché à recruter des designers en alternance, et qu'ensuite, depuis, on a gardé en CDI, et qui aujourd'hui sont les piliers de la boîte, et qui, eux aussi, en fait, c'est marrant parce que eux aussi ont commencé leur aventure dans le no-code avec très peu de background technique. Et en fait, ils sont montés en compétences au fur et à mesure qu'ils rencontraient des cas clients un peu complexes. Et ils se sont formés en grande partie en autodidacte, grâce à des vidéos, quand même le meilleur moyen d'apprendre, quoi, en faisant. C'est clair. Enfin, je veux dire, il faut se former, évidemment. Je fais des formations, mais c'est quand même, une fois qu'on a un socle minimum, là où on est vraiment challengé, et c'est ce que je dis des fois aux gens, tu vois, l'intérêt, je trouve, moi aussi, de bosser dans une agence, surtout au début de sa carrière, c'est d'avoir accès à des projets challengeants. C'est là où, quand tu es freelance, des fois, tu as accès toujours au même projet. Moi, j'ai vécu ça en tant que dev, quoi. Je fais tout le temps des petits sites, des petits trucs, des portfolios de... En fait, j'étais jamais challengé. C'est quand je suis allé bosser dans une vraie boîte où là, j'ai commencé à vraiment monter en skills, quoi. Ce qui est hyper intéressant aussi dans les profils qu'on essaye de recruter et d'identifier, c'est surtout des designers qui sont un peu comme moi je l'étais, geek raté. Dans le sens où ils ont toujours été un peu passionnés par la tech. Pas dire raté, c'est pas, je veux dire, le fait d'être passionné fait de toi un geek, c'est tout, ça va passer. Ouais, exactement. Mais je veux dire, raté dans le sens où c'est pas leur activité, c'est pas leur job, quoi. Ils n'ont pas fait un métier. Ouais. Exactement, ils n'ont pas fait un métier. Et du coup, quand on arrive à spotter donc quelqu'un qui a le goût des choses belles, on n'arrive pas à trouver le bon mot, tu vois, mais c'est vrai qu'on le voit dans toute la communauté no-code, cette appétence à faire des choses. Ouais, un peu la philosophie de bricolo du web, tu vois, t'aimes construire, t'aimes quand tu t'empiles des moellons et tu vois que ça tient, et puis tu pousses un peu, tu dis en fait ça tombe pas. Donc le fait d'être excité par ces choses-là, et en même temps d'avoir la compétence de design, en fait je pense que c'est vraiment un super le portrait robot d'un no-codeur qui va s'éclater dans le no-code et qui en fait va arriver le matin avec une idée, qui à midi aura designé son idée, et qui en fait le soir l'aura développé, quoi. Enfin, l'aura no-codé, quoi. Et alors toi, c'est quoi ton rôle? J'ai envie de souhaiter à vos souhaits à personne. Du coup, si on avance un petit peu sur on va dire le passage à l'échelle, je veux dire le scale, mais on va essayer de parler français. C'est quoi ton rôle maintenant? Comment ton rôle a évolué avec la structuration de la boîte? Alors c'est une très bonne question. Je suis pas sûr que je puisse avoir une réponse hyper claire et synthétique. Mon rôle est passé de, au début, vendre les projets, enfin sourcer les projets, les conseiller, les vendre du coup, les livrer et d'assurer la maintenance. En gros, tout. Puis ensuite, je me suis dit comment est-ce qu'on pourrait en faire plus et faire de la meilleure qualité. C'est si en fait les personnes qui construisaient ne faisaient que de la construction. Donc c'est là où j'ai fait rentrer les premiers développeurs no-code, designers no-code, no-code maker, product builder, je sais même plus quel mot il faut utiliser. Donc là, mon job, c'est décentrer un petit peu de la prod et aller plus sur de la gestion de projet, sur du coup des RH, des sales.
Ensuite, on a grossi encore un petit peu. On est allé chercher des profils qui étaient plus capables de gérer des projets. Du coup, moi, ça m'a enlevé un petit peu la partie gestion de projet. Et là, depuis quelques mois, mon rôle, c'est beaucoup plus de travailler sur le recrutement, de faire du conseil d'avant-vente. Voilà, donc là, maintenant, on a la chance d'avoir des recos et des appels entrants. Donc, en termes de sales, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a plus qu'à répondre au téléphone et donner des conseils pertinents aux clients qui ont des questions, enfin aux prospects qui ont des questions. Et en fait, si les gens pensent que les conseils sont pertinents, après ils veulent bosser avec nous sans même qu'on leur fasse la propale. Donc ça, c'est quand même assez cool. Donc ça m'a enlevé beaucoup de jobs de sales. Je pense qu'aujourd'hui, 80% de mes journées, c'est administratif. RH, je fais plus trop de no-code, d'ailleurs ça me manque un peu. Je fais plus trop de no-code maintenant, bien que quand il y a des nouveautés, j'ai encore le syndrome de l'objet brillant. Tu sais, dès qu'il y a un nouvel outil, t'as envie d'aller le tester. C'est important de faire de la veille, mais pas aux dépens de la compétence sur des outils et d'avoir un socle un peu solide. Mais justement, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu quelques exemples de clients que vous avez, d'exemples, enfin, soit de clients, soit de types de projets sur lesquels vous travaillez, tu vois, et puis un peu les technos que vous utilisez pour faire ça, quoi. Ouais, ok. Nous, en gros, on a 3 types de verticales. On a notre verticale historique, donc création de site web, où on utilise beaucoup Webflow, enfin même quasiment exclusivement du Webflow. Alors, mais ça peut être quoi? C'est des PME, c'est des boîtes, c'est des grands comptes Ouais, c'est, je dirais, réparti sur un tiers entre startups qui ont envie d'aller vite avec un projet, avec un produit ou un site web canon. Je dirais qu'il y a un tiers, c'est des PME ou plutôt des boîtes qui sont pas des grands comptes, mais qui existent depuis longtemps. Et un tiers qui sont soit des grands comptes, soit des scale-up. Ok. Deuxième verticale, c'est du coup la création de web app. Ça, on a commencé il y a un petit peu moins longtemps que les sites web. En fait, on n'avait pas encore l'outil de nos rêves. Et les compétences peut-être qui vont avec. Exactement, et les compétences aussi qui vont avec. Donc on bricolait un peu, on essayait de faire on utilisait Webflow pour le front, on utilisait MemberStack pour l'autente, notre back c'était un Airtable. Voilà, donc c'était une approche très modulaire. On n'a jamais utilisé Bubble et on en utilisera, je pense, jamais. Mais ça c'est un autre sujet, on en reparlera après. Donc en fait, on a un peu bricolé sur la partie produit, mais on n'était pas hyper satisfait. On voulait un truc de plus scalable, plus professionnel, plus sécurisé. Et en fait, là, on a découvert WeWeb et à peu près en même temps Xano. Et là, boum, deuxième wow moment, un petit peu le même que celui que j'avais eu quand j'avais découvert Webflow. Ouais. Et là, on s'est dit, et notamment avec Blaise, qu'en fait, c'était génial ces produits-là, qu'on avait envie de les explorer. Donc, on s'est fait un petit produit pour nous en interne. Et ensuite, très rapidement, on a poussé les technos à des clients. Et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait trop bien. Et que les équipes aussi des outils WeWeb et Xano étaient hyper réactifs et nous poussaient aussi un peu dans nos retranchements. Ils nous donnaient des ressources pour se former. Donc en fait, on a aussi beaucoup progressé en tech et en low-code grâce aux outils eux-mêmes. Ah, c'est intéressant parce que moi j'aime bien, tu vois, ce que tu dis, que vous avez un peu, quelque part, votre activité a grandi, s'est élargie. En même temps que vos compétences, enfin en même temps que les outils, que les possibilités des outils, et donc en même temps que vos compétences, quoi. Tu as un peu ce chemin, et c'est assez intéressant parce que ça vous donne une longueur d'avance quelque part, je trouve, cette capacité à aussi. Je sais pas si ça va continuer aussi à y avoir une progression, ou peut-être que là vous êtes arrivé à un stade où vous dites, ok, on maîtrise une stack qui vous permet de faire tout quasiment, ou peu, tu vois, mais. Ouais. Après, il y a encore une stack si vraiment on veut pouvoir tout faire comme des vrais devs. Il y a encore une stack sur, tu vois, la blockchain, sur l'IA que pour le moment on maîtrise pas. Ouais. Effectivement, je sais pas si c'est une bonne idée de vouloir la maîtriser, mais en tout cas. Après, c'est là où, par exemple, typiquement tout ce qui est blockchain, Web3, etc., le no-code est très peu
présent parce qu'on est encore sur des choses qui sont très techniques, qui sont encore à défricher, les usages sont à défricher, donc il n'y a pas vraiment les outils qui offrent la même abstraction que peut y avoir. Et puis le commun des mortels n'a pas encore le besoin, donc il n'y a pas forcément non plus de marché derrière. Donc, Puis la troisième activité qu'on a, c'est tout ce qui va tourner autour de l'automation. Donc interconnecter des outils entre eux pour éviter des clics, des copier-coller, des télécharger, des mises à jour manuelles, rébarbatives et sources d'erreurs. Ça, c'est troisième branche. Moi, c'est de très très loin la branche à laquelle je crois le plus. Mais c'est aussi de très très loin la branche la moins mature en France. Je pense que dans 3-4 ans, il y aura beaucoup plus de demandes sur ce domaine, enfin ce que vous appelez les no-code ops. Aujourd'hui, malheureusement, le besoin est très très fort aux US. En France, un petit peu moins. On le voit que en fait dans les scale-up éclairés ou dans les gens un petit peu en avance. Est-ce que c'est le besoin qui n'existe pas trop, ou est-ce que c'est que les gens ne sont pas au courant que c'est possible? Parce que le fait de faire des copier-coller, etc., j'ai des milliers de boîtes en France qui font ça, quoi, t'as une assistante qui fait du copier-coller d'Excel toute la journée, etc. C'est pour ça que je pense que c'est la branche du no-code qui a le plus de potentiel. Ouais. Mais je pense aussi que c'est la catégorie professionnelle qui est, je pense, c'est une catégorie. Les gens qui font des copier-coller sont peut-être pas au courant qu'il y a mieux. Et que c'est peut-être pas hyper efficace. Et du coup, je pense que c'est la connaissance globale du fait qu'une alternative plus smart est possible qui n'est pas encore là, quoi. Ouais. Alors, et en fait, en France, on la voit. On le voit, ce besoin qui émerge sur l'automation, sur le no-code ops, mais c'est souvent sur des startups ou des scale-up qui sont du coup biberonnés à l'écosystème startup et dans lequel il y a beaucoup d'influence des US. Ouais, non, carrément. Ouais, non, mais on partage le même constat, hein, c'est-à-dire que là où il y a le plus besoin, TPE, PME, on va dire, il y a vraiment des milliers de personnes, malheureusement, ils sont encore, s'ils sont au courant, ils sont réticents, souvent ils sont juste pas au courant, donc il y a tout un... Nous, on y croit beaucoup, donc on partage forcément... Ouais, et honnêtement, intellectuellement parlant, c'est le plus excitant quand tu dis que tu vas faire gagner du temps à des gens. C'est encore plus incroyable que quand tu dis que tu vas pouvoir leur faire un site web avec des petits trucs qui bougent dessus, quoi. Ouais. Oh, après, ça dépend de l'activité. C'est clair. Enfin, moi, je suis d'accord, hein, mais des fois, il y a besoin des deux, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Et quand t'as les deux, même les trois avec un petit produit derrière qui va bien, ça, c'est encore mieux. Ouais, non, c'est clair. C'est intéressant d'ailleurs parce que tu distingues un peu le côté web app produit et le côté automatisation. Enfin, c'est parce que c'est clair que c'est distinct. Par contre, les deux peuvent aller sous la casquette, on va dire, un peu no code ops. Parce qu'il me semble que par exemple, vous avez fait un gros CRM, un truc comme ça avec WebExano. Ouais. Enfin, donc plutôt de l'outil interne et pas une web app publique. Si, pour le coup, la web app est publique. Ah oui, c'est un peu un intranet, c'est ça, pour les clients. Exactement. Je te laisse raconter. Mais en fait, ce qui distingue... pourquoi est-ce que moi je considère que c'est deux activités différentes? Parce qu'il y en a un où il y a un front et un où il n'y en a pas. Ouais. Et du coup, nous, dans notre orga un peu interne, quand il y a un front, du coup, on juge important et nécessaire que ce soit quelqu'un qui a une culture design qui le fasse. Quand il n'y a pas de front, un designer va être un peu moins à l'aise. Enfin, quelqu'un qui a un background designer va être moins à l'aise que quelqu'un qui a un background PM ou ingé, ou même grosse. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on fait un peu la scission entre les deux. Mais oui, effectivement, dans les deux cas, derrière la stack, c'est une API qui permet que ce soit possible. Donc oui, peut-être que on pourrait les... Enfin, je comprends le fait de vouloir les mettre. Non, mais après, c'est pas. C'est ce que tu dis est intéressant. C'est après chacun son orga. Enfin, je le disais un peu dans le sens aussi que c'est pour un petit peu quand même sensibiliser aussi les gens au fait que si je caricature un petit peu, WeWeb, Exano ou même Bubble, enfin, ne permettent pas que de faire des produits dans le sens externe avec des utilisateurs, des marketplaces, des plateformes, des Airbnb, quoi, en gros, mais sont aussi très souvent utilisés pour faire de l'outillage interne, quoi. C'est-à-dire ce qu'on associe plutôt à Airtable, Make, etc. Ouais, bien sûr. Même si ça, je pense que c'est des choses qui vont changer, parce que quand tu vois comment se développe l'outil de front, quelque part, de Airtable, l'outil interface, je pense que tu vois, il y a des choses que bientôt on construira plutôt avec Airtable entièrement. Ouais.
qu'avec un WeWeb ou Xano. Mais ça dépendra après, il y a aussi des limites, etc. Ouais. Quoi. Non, mais c'est vrai que, tu vois, en réfléchissant, il y a plein d'outils internes, nous, qu'on a fait pour le fonctionnement de la boîte, qui sont pas vendus à des clients, qui utilisent justement WeWeb et qui sont pas exposés à l'extérieur, ou alors très peu. Notamment, tu vois, on a fait un petit outil de formulaire qu'on donne à nos clients à la fin de chaque semaine de sprint pour qu'ils puissent noter et nous dire comment est-ce qu'on peut s'améliorer en rapidité d'exécution, en qualité, en méthodo. Et en fait, c'est juste un WeWeb on top of par-dessus un Notion. Et en gros, on l'a fait en utilisant l'API de Notion. Et pourtant, c'est un outil interne. Et pourquoi, alors juste par curiosité là dans cet exemple précis, parce que c'est intéressant, pourquoi pas avoir fait un formulaire avec n'importe quel outil de formulaire quoi. Ouais. En fait, on voulait, nous, tous nos projets sont gérés en interne sur Notion, et on voulait avoir sur chaque projet un œil sur qu'est-ce que pense notre client de la qualité, de la rapidité et de la méthodo. Et donc, du coup, en fait, on utilise des roll-up donc, du coup, ils appellent ça des look-up dans Notion. Donc, c'est juste pour... Vous exposez des données de Notion aussi dans cette interface. Voilà. Ah, ok, d'accord, j'ai pas compris. Ouais, donc, en fait, on va écrire dans les databases Notion, mais on va aussi aller lire ce qu'il y a déjà décrit pour qu'en fait, le client puisse choisir la semaine de sprint, la personne qui a géré le weekly, etc. Ok, non, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as un ou deux exemples justement de clients, de choses un peu sympas que vous avez fait dont tu aimerais parler? Alors, plein. Ouais. Plein. Le dernier que j'ai en tête sur une stack un peu sympa, c'est Ornicar, qui est sorti avant-hier. C'était un gros projet Webflow. En fait, ils avaient une stack site web en Prismic. Ils avaient plus de 4000 pages SEO qui tournaient sous Prismic, et ils avaient une problématique qui était que, en fait, la même frustration que j'évoquais au début du podcast là, il y a toute l'équipe marketing qui avait besoin de modifier le site, de créer des nouvelles pages pour des campagnes, d'avoir la main en fait sur leur site web, et qui ne pouvaient pas, puisque du coup en Prismic, derrière, c'est le front est géré en code. Et donc du coup à chaque fois il devait faire, dès qu'il voulait changer une virgule, il fallait faire un ticket à la tech qui du coup avait d'autres choses à faire, donc était un peu moins réactif que ce qu'aurait aimé le marketing. Donc du coup on a tout basculé sur Webflow. Donc on a migré l'ensemble des 4000 pages avec des contraintes SEO assez exotiques sur des profondeurs de slug. Donc on a mis, devant il y a un reverse proxy qui permet de pas réécrire, qui permet justement de réécrire à la volée les URL. Pour regarder les liens, les anciens liens, le référencement qu'elle avait avec et tout quoi. Exactement, pas impacter le jus SEO, etc. Il y a des petites cartes un peu taquinantes en Mapbox qui sont faites et qui vont taper dans des collections Webflow. Enfin voilà, il y a pas mal de technicité et du coup c'est passionnant parce que en fait c'est grâce aussi à ce type de projet que on progresse en interne, mais aussi que on se prouve des choses sur les limites qu'on aurait imaginé sur le no-code. En fait, c'est quasiment du low-code. Enfin, c'est même du low-code. C'est quasiment du code. Ouais. et donc, c'est assez excitant de se dire que, en fait, en 2 ans d'expérience d'agence no-code, on arrive à titiller un petit peu ce qu'auraient fait des devs. Ouais. Mais tout en laissant de l'autonomie derrière aux équipes marketing pour qu'elles puissent maintenir le site, se créer des pages non plus en 1 mois, mais en 1 heure, et être réactif sur des campagnes. Et alors quand tu parles de low code, donc c'est dans le contexte de Webflow, vous avez utilisé des scripts, des choses comme ça, enfin c'est quoi le... Ouais, exactement, c'est dans Webflow, en fait tu peux insérer du code custom, et tu peux aller targeter des éléments qui ont été créés en no code. Donc typiquement, si tu crées une div dans Webflow, tu peux aller la sélectionner depuis le code custom et lui changer ses attributs, lui changer sa couleur, lui écrire un texte à l'intérieur, etc. Okay. Donc en fait, ça repousse les limites de l'outil no-code grâce à un petit peu de code.
et ça ouvre encore un autre univers des possibles. Et du coup, les gens qui ont fait ça chez vous, donc c'est que des gens de chez vous? Yes. Ça, c'est une question, on viendra après un peu si vous bossez avec des freelances, tout ça. Mais est-ce que, du coup, vous avez des développeurs dans l'équipe? Non. Non. C'est que des personnes qui sont formées, qui viennent du design et qui sont petit à petit formées au no-code et au low-code. Mais en fait, depuis peu, là, on utilise beaucoup ChatGPT pour écrire la syntaxe du code. Nous, grâce au no-code, en fait, on a compris un peu les concepts parce que c'est les concepts qu'on manipule depuis l'interface visuelle. Et en fait, on demande à ChatGPT de écrire un script qui va boucler sur un tableau et qui va insérer à l'intérieur de tel div un texte qui va qui va provenir de tel endroit. Donc en fait, le no-code nous permet de comprendre les concepts. Par exemple, la représentation graphique, ce qu'on appelle le DOM. Donc, exactement. Par exemple, vraiment ce que c'est un site web, comment ça se décompose, les divs, comme tu disais, mais générer du code qui va manipuler ça, ce qui n'est pas possible avec Webflow. Donc en fait, le no-code nous montre que c'est possible, nous permet de comprendre qu'est-ce qu'on manipule, quels sont les concepts qu'il y a derrière. Et en fait, derrière, ChatGPT, lui, va nous dire quelle est la syntaxe pour le faire. Mais en fait, la syntaxe va changer. Enfin, ça sert à rien de connaître la syntaxe. Ce qui est intéressant, ça servait avant l'arrivée de ChatGPT, mais maintenant que ChatGPT est là, la syntaxe, on n'a même plus besoin de savoir l'écrire. Il faut la comprendre pour savoir ce qui se passe, quand est-ce qu'on run le script, est-ce que c'est au chargement de la page, est-ce que c'est au clic. Mais en fait, c'est beaucoup plus important maintenant de comprendre la stratégie globale, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelles contraintes on va donner à ChatGPT pour qu'il écrive le script, et derrière nous, qu'on sache qu'est-ce qui va pas dans le script, qu'est-ce qu'on a envie de personnaliser ou pas. Voilà. Et en fait, c'est génial parce que c'est de la même manière que passer d'une maquette à un site en no-code. En fait, passer d'un site en no-code à du low-code, c'est hyper grisant et comment dire, c'est satisfaisant, quoi. Ouais, c'est vraiment ce truc de sentir qu'on a de moins en moins de limites. Que après, c'est aussi un peu le quotidien des développeurs. De toute façon, il y a vraiment ce point commun. C'est-à-dire, quand tu es développeur, tu sais que potentiellement tout est possible. Ça ne veut pas dire que tu sais comment le faire. Et donc, tout le temps, en fait, tu repousses tes propres limites. Là, plutôt, en tant que développeur, chaque jour, tu es confronté à un bug. Mais à la fin de la journée, peut-être tu l'as résolu. Enfin, pas un bug, mais un truc que tu sais pas comment faire. Mais à la fin de la journée, tu réussis à le faire. Tu auras appris quelque chose de nouveau. Et ça, je pense que c'est un vrai moteur pour nous et puis pour l'ensemble de nos collaborateurs. C'est que vu qu'en fait, quand on arrive chez No Code Factory, on ne sait pas forcément faire les choses. On sait que c'est possible parce qu'on a vu plein de projets de la boîte qui l'ont fait. Mais on se dit, en fait, c'est génial parce que je vais apprendre à le faire. Avant, c'était un truc obscur. C'était que les devs qui savaient le faire. Là, maintenant, même moi, je peux le faire. C'est intéressant parce que je reviens sur ce profil designer, et c'est un truc dont tu m'avais parlé déjà il y a quelques temps, donc j'avais hâte qu'on en parle parce que je trouve ça hyper intéressant. Tu vois, je vais faire la comparaison avec Cube, l'agence Cube, tu vois, qui eux, ils ont un parti pris complètement différent. Je les avais interviewés il y a quelques temps dans le podcast, et eux, ils prennent que des développeurs. Ils prennent des développeurs pour en faire des no-codeurs. Alors eux, ils sont plutôt spécialisés en Bubble. Ça fait longtemps que je n'aurais pas parlé, d'ailleurs je sais pas trop ce qu'ils font maintenant, mais je suppose toujours du Bubble. Mais eux, leur parti pris, c'était de se dire, qui de mieux pour faire du no-code que des codeurs? Ce que plus ou moins justifié, je sais pas, c'est débattable. Ouais. Mais en fait, je trouve que l'écueil qu'ils ont là-dedans par rapport à ce que toi tu as, moi j'aime mieux, même si je suis moi-même développeur à la base, mais j'aime bien l'idée que des gens non techniques deviennent techniques grâce au no-code. Donc forcément, ça me parle. Et en plus, le grand intérêt que je vois dans ton approche, en fait, c'est le design. C'est-à-dire qu'à un moment, franchement, moi, je peux le dire vraiment en tant que dev, c'est-à-dire que les devs, ils sont toujours nuls en design, c'est qu'il y a plein d'agences qui sont vraiment nuls en design. Alors, tu peux avoir la possibilité de travailler avec des designers, c'est-à-dire une agence, typiquement, tu vas avoir des devs, des chefs de projet, des designers. Mais en fait, si tu as quelqu'un qui fait déjà ça nativement, tu vois, c'est un peu comme on parlait du RGPD tout à l'heure et le côté privacy first. C'est pareil avec l'éco-conception, mais en fait, c'est pareil avec le design, tu vois, quelque part. C'est-à-dire que en fait, le design, ça doit infuser dans le produit, etc., dès le début, quoi. Sans être un truc qui vient en plus ou avant. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Ouais, nous, notre devise, c'est low code, high design. C'est-à-dire que tout le temps qu'on gagne à ne pas développer, on le réinvestit sur la partie design. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'apprendre à un designer à faire de la technique que d'apprendre à un technicien à faire du design. Parce que on est dans l'ordre de la sensibilité, tu vois. Quelqu'un qui sait
qui sait si c'est beau va plus loin que quelqu'un qui sait si ça marche. Parce que quelqu'un qui sait si c'est beau, il a juste à tester pour voir si ça marche. Alors que quelqu'un qui sait si ça marche, en fait, il pourra pas tester si c'est beau ou pas. Ouais. Tu vois, un bouton, confirme, soit tu cliques dessus, ça te redirige, soit tu cliques dessus, ça te redirige pas. Une page web, avant d'avoir testé si elle convertit, tu sais pas si elle va convertir quand t'as pas l'œil designer. Ouais, non, c'est un vrai truc, tu vois. Et ce que je trouve intéressant avec un outil comme WeWeb, alors un outil comme Webflow, évidemment, on sait, il y a beaucoup de designers qui sont mis à utiliser Webflow, mais même un outil comme WeWeb, qui est un outil assez technique et exigeant, en fait, si tu ramènes ce truc design dedans, ça aide quand même vachement. Moi, je sais, hein, tu vois, quand j'ai testé quelques fois WeWeb, j'avais toujours un peu cette angoisse de la page blanche, tu vois. Ouais. J'arrive dans une page blanche, je sais que de base, ce que je vais faire va être moche, tu vois. En fait, ça va pas être affreux parce que tu utilises un peu des composants qui sont déjà un minimum designés, mais c'est pas comme Glide où Glide, de toute façon, tu peux pas toucher au design parce que comme ça, tout est beau. WeWeb, tu as cette latitude quand même de vachement personnaliser, mais donc ça s'adresse aussi à une catégorie différente, je trouve, d'utilisateurs. Et je trouve que j'ai l'impression que de ce que tu nous dis, ça paraît logique qu'il y a un bon match, tu vois, entre les profils là que tu évoques et un outil comme WeWeb, par exemple. Ouais. En fait, moi, ce que j'adore avec WeWeb et ce que j'aime pas trop avec Bubble, voire même pas du tout avec Bubble, c'est que Bubble, ils partent de... je vais recommencer en partant de WeWeb. En fait, ce que j'aime bien dans WeWeb, c'est qu'ils partent de ce qu'aurait fait un développeur. Ils rajoutent par-dessus les couches d'abstraction qui font qu'elles sont intelligibles par un non-tech. En fait, Bubble, c'est beaucoup plus compliqué que tu sois tech ou que tu sois pas tech. Et du coup, il y a limite deux combats à avoir quand tu utilises Bubble, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce que tu veux faire et savoir si ce que tu veux faire est possible. Et une fois que ça c'est fait, il faut comprendre comment est-ce que dans Bubble ça fonctionne. Alors que dans WeWeb, vu qu'en fait ils sont partis de ce qu'aurait fait un dev et ils ont juste rajouté l'abstraction qui fait que t'as pas besoin d'avoir de comprendre la syntaxe si tu comprends la logique. En fait, c'est beaucoup plus accessible par des gens qui viennent du monde du design ou du monde du dev. Et en même temps, c'est beaucoup plus malléable par quelqu'un qui est dev et qui a envie d'aller un petit peu plus loin que ce que propose l'outil. Donc cette approche de partir de ce qu'aurait fait un dev et rajouter de l'abstraction, je trouve qu'elle est plus intéressante que partir de ce qu'aurait fait un citizen maker et rajouter de la complexité. C'est deux approches. Après, tu vois, Bubble, c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, je sais pas à quel point je suis d'accord parce qu'en même temps, je trouve que je reconnais à Bubble le mérite d'avoir tenté, tu vois, de proposer leur propre abstraction quelque part, tu vois. C'est beaucoup plus dur aussi. Moi, je trouve que Bubble, en vrai, c'est un super outil. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Je dis juste que c'est plus confortable quand t'es une agence et que tu dois faire des choses sur mesure. C'est plus confortable et tu as plus de liberté quand tu utilises un outil low-code qu'un outil comme Bubble qui a sa propre abstraction et que tu vas devoir décoder avant de pouvoir savoir si c'est faisable ou pas. Et tu vois, sur Bubble, je pense que c'est encore aujourd'hui un des plus gros outils no-code. Je sais pas si ça le sera demain, mais en tout cas, c'était un des premiers. Et sans Bubble, je pense que personne dans le no-code en serait là où on en est, quoi. Bien sûr. C'est ça qui, je trouve, qui est un peu dur avec Bubble, qui j'allais dire qui me fait de la peine, j'ai pas de la peine pour eux, mais tu vois, c'est qu'ils ont ce truc ils sont les premiers, ils ont défriché le chemin pour tout le monde. Ils ont tenté un truc, déjà ils ont développé leur outil à une époque où il n'y avait pas tous les mêmes frameworks JavaScript, etc. Ils ont dû proposer une abstraction et en fait tous les autres ont pu se construire par rapport aux erreurs. Pas que les erreurs, mais d'ailleurs ce qu'ils ont appris en faisant, quoi. C'est-à-dire ceux qui sont construits après, ils ont pu prendre les bons trucs qu'avait réussi Bubble, ils ont pu prendre les trucs qu'ils avaient ratés et les corriger. Et c'est difficile parce que c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, moi ce que j'aime pas trop avec Bubble par rapport à ce que tu dis, que je trouve intéressant, c'est que quelqu'un qui aujourd'hui se forme à WeWeb ou même à Webflow, en fait, il apprend tellement de concepts fondamentaux du dev que demain, il peut aller sur un autre outil. Et demain, il peut peut-être aller apprendre le code. Quand tu viens je pense que quand t'as un très bon bubbler, tu vas aussi réussir à apprendre le code pas trop difficilement. Parce que quand même, tu vois, par exemple, les bases de données dans Bubble, c'est quand même des bases de données relationnelles assez bien faites. Mais
c'est quand même beaucoup mieux d'avoir fait du Xano, tu vois. C'est-à-dire que si tu maîtrises Xano, le pas à franchir pour manager une base de données SQL complètement. Et 5 minutes, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, j'exagère, mais c'est clair. C'est rien, quoi. Alors que Bubble, tu vas quand même changer d'abstraction. T'as un truc comme ça un peu où ils ont aussi fait quelques trucs à leur sauce, quoi. Ouais. Mais ce qu'on peut pas leur enlever, c'est que en fait, quelqu'un qui n'a aucune même culture tech, en fait, grâce à Bubble, la première marche est plus accessible parce que c'est une programmation textuelle, tu vois. Tu dis si il se passe ça, lorsque il y a ça qui se passe, alors je veux qu'il se passe ça. Donc la première marche est plus accessible. Donc ça, c'est un côté un peu sexy et hyper intéressant quand tu montes une boîte et que t'as pas beaucoup de temps, pas beaucoup de budget et que tu veux faire un truc qui marche. Ça, c'est vachement cool. Mais tu vois, je trouve que la marche d'après, elle est infiniment plus haute que la deuxième marche d'un WeWeb. Et quelque part, tu dois limite réapprendre à réfléchir lorsque tu as appris à monter la première marche sur Bubble. Ah ouais, non, c'est intéressant. Ouais. Après, on n'a pas beaucoup de recul sur tout ça, donc... Il faut attendre. Et on n'est pas à l'abri que demain, il y ait une troisième génération d'outils qui arrivent et qui, en fait, prennent les meilleures choses qu'ont fait les WeWeb, Flutterflow et compagnie, et qui, en fait, va être encore mieux. Mais tu vois, je pense que cette chronologie-là, on l'a aussi eu un peu côté site web. Parce qu'en fait, Webflow a pris le meilleur de WordPress et a fait un outil juste qui plaît mieux aux designers, avec une double interface, ce que n'avait pas WordPress. Mais tu vois, on n'est pas à l'abri que demain, un framer fasse encore mieux que Webflow. Et ce serait une super nouvelle pour tout le monde. C'est clair. Après, sauf pour Webflow. Après, c'est aussi... ouais, mais après, tu vois, je pense que... Enfin, j'ai pas assez testé Framer, mais de ce que j'ai vu de Framer, c'est un niveau d'abstraction beaucoup plus haut. J'ai pas l'impression qu'ils se mettent en concurrence avec Webflow, même si je vois beaucoup de gens qui passent de Webflow à Framer. Moi, ma supposition quand même, c'est que les gens qui passent de l'un à l'autre, c'est les gens qui utilisent Webflow pour les mauvaises raisons, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est un truc qui me surprend tout le temps. Là, c'est une digression, mais c'est pas grave, on y va. Allons-y. Mais tu vois, parce que je suis curieux d'avoir ton avis, mais je trouve que Webflow, c'est un outil qui est mal compris, en fait, je pense, par les gens. C'est-à-dire que pour moi, c'est un outil qui est professionnel, qui est complexe à utiliser, et beaucoup de gens, moi, je vois beaucoup de gens qui vont faire des freelances, qui vont faire leur landing page sur Webflow, et t'as envie de leur dire, mais en fait, pourquoi, tu vois Pourquoi, tu sais, ça va être trop galère, tu vas trop te faire chier. C'est un peu acheter une Ferrari pour aller chercher le pain, quoi. Bah ouais. Une trottinette aurait suffi. C'est ça, exactement, tu vois, c'est vraiment ce truc donc c'est ça la question un peu des outils. C'est-à-dire tu as des outils pour différents métiers, pour différentes personnes. Je pense que Webflow peut être là pour durer, parce qu'ils ont, sur le côté HTML, CSS, abstraction, on va dire, du côté front-end statique, entre guillemets, ils ont quand même beaucoup d'avance, j'ai l'impression. Je suis pas... Tu vois, c'est-à-dire si tu veux, tu vois... Après, peut-être que là, je me trompe dans mon analyse et qu'en fait, les gens n'ont pas besoin d'avoir une abstraction aussi proche du HTML et du CSS, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression quand même que des web designers, des développeurs front-end gagnent à avoir ce truc, tu vois, très proche. Là où un framer va pas être assez flexible, en fait. Ouais. Alors, j'aurais pu être d'accord avec toi. Enfin, j'ai encore pas je réfléchis en parlant, mais je pense que il faut aussi intégrer à la réflexion la composante Figma. Ouais. En fait, Framer, son gros avantage, c'est que ça ressemble énormément, enfin limite comme deux gouttes d'eau à Figma. Et du coup, quand tu es un designer et que tu arrives et que tu débarques sur Framer, en fait, tu retrouves tes petits très vite. Et ce qui était aussi un très gros avantage de Webflow, qui ressemblait beaucoup plus à Figma que WordPress. Et donc, je pense que la cible d'un framer est encore plus axée créateur, designer que Webflow. En fait, la cible aujourd'hui de Webflow, c'est vraiment les marketeurs, quoi. Alors que la cible de framer, c'est vraiment à 2000% les utilisateurs de Figma. Ça, je suis d'accord. Je sais pas. Après, c'est des outils que je maîtrise pas assez, tu vois. Mais moi, ce que je vois, c'est un peu mon background technique, tu vois. C'est quand même que Webflow, c'est aussi intéressant pour avoir vraiment beaucoup de finesse, en fait, dans ton design. Mais tu vois, je pense que aussi les choses évoluent. C'est-à-dire que comme peut-être que les designers maintenant ils vont travailler dans Framer directement, il y aura plus ce truc de... En fait, si je vais au bout de ma pensée, c'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai été développeur front-end pendant pas mal de temps, donc je recevais des maquettes PSD, tu vois, des trucs Photoshop ou...
C'était avant Sketch et avant Figma et tout, tu vois, justement. Et en fait, pour pouvoir vraiment implémenter ce que le designer il avait dessiné, tu vois, bah en fait, il me fallait un outil. Donc moi, je faisais avec du code, mais Webflow me permettrait de faire la même chose, tu vois. Ouais. Là où tous les autres outils, et donc je sais pas, je vais pas parler pour Framer, mais tu vois, si je prends un outil comme, je sais pas, moi j'aime bien Doric par exemple. Ouais. Doric, c'est assez puissant quand même, c'est assez fin, mais tu peux pas implémenter exactement un design, quoi. Tu peux pas loin, tu vois, mais pas tout faire non plus exactement pareil. Tu vois ce que je veux dire? Que Webflow, tu sais que tu pourras toujours faire pixel près parce que tout est prévu pour, quoi. Ouais. Mais du coup, ça augmente ça raidit la pente, la courbe d'apprentissage. Clairement, c'est pour ça, tu vois, que je dis, c'est un outil qui est un outil professionnel, quoi. T'en as pas besoin pour faire une petite landing page, quoi. Ouais. À mon sens. C'est pour ça, tu vois, c'est un peu justement mon point, c'est que je trouve que je comprends pas pourquoi autant de gens parlent de Webflow, alors que ça devrait pas être un outil autant utilisé, en fait, parce qu'il est trop puissant et trop complexe à prendre en main par rapport à d'autres, par rapport à Framer ou d'autres. Hein. Il y en a plein des outils de. Bah, ce qu'il faut quand même, faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Le coup de génie absolu de Webflow, c'est de faire une double interface qui permet d'administrer le même site. Donc là, tu parles du côté CMS. Exactement. Le côté designer, il y a deux interfaces, il y a l'éditeur et le designer. Et en fait, là où WordPress avait une interface pour deux personas, donc la personne qui va développer le site et la personne qui va le mettre à jour, où en fait, c'était le pire des deux mondes parce que c'était trop complexe pour la personne qui veut simplement faire de l'édition et c'était pas assez complet pour la personne qui voulait développer. Le coup de génie absolu de Webflow, c'est de se dire, en fait, il y a deux personas, donc on va faire deux interfaces. Il y a l'interface du designer qui, du coup, est complexe, mais ultra complète, et l'interface éditeur qui, elle, est géniale quand tu veux juste éditer des textes. Et c'est intéressant parce que tu vois, ce que tu dis, ça va exactement, je pense, dans le sens de ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un usage qui est effectivement génial. Moi, quand je l'ai vu, ça m'a... Et je vais l'expliquer parce que peut-être qu'il y a des gens qui savent pas forcément ce que ça veut dire, mais juste pour finir ma phrase, tu vois, ça montre exactement que ça s'adresse à des professionnels. Ouais. Parce que quand c'est toi qui fais ton propre site, t'as pas besoin des deux interfaces. Complètement. Mais donc, juste pour expliquer, en fait, quand tu es sur un site Webflow, par exemple, nous, quand on est sur le site de contournement, on tape point d'interrogation edit à la fin de l'URL, et ça te transforme en fait le site en mode éditeur. Et donc, ça veut dire que nous, c'est pas nous qui avons fait notre site, on a travaillé avec un studio, et donc nous, on veut pas toucher. Moi, je veux pas casser les trucs qu'ils ont fait parce que je sais que ça, c'est le pire. Quand tu es une agence ou quoi, tu vois, quand le client commence à y toucher, donc moi, j'ai envie d'être un bon client. Donc, par contre, si on veut changer un texte n'importe où, pas que un texte du CMS, mais aussi un texte, par exemple, je sais pas, le slogan sur la page d'accueil, eh bien, on peut le faire grâce à cet éditeur. Et c'est de l'édition en place. C'est ça qui est important, le côté WYSIWYG. Ça, c'est sûr que c'est un truc absolument génial parce que avant, quand tu parlais de WordPress, moi j'ai beaucoup travaillé avec WordPress. WordPress, fallait que tu ailles dans le back-office de WordPress, trouver la bonne section où c'était. Comme c'était pas de l'édition en place, tu savais pas où t'étais, tu vois, tu devais aller dans la page et puis t'avais un endroit, t'avais un champ à remplir et qu'il allait modifier le truc sur le site, quoi. Et donc, c'est. Et entre-temps, t'avais eu 15 pop-up de plugins à mettre à jour. Ça t'avait fait peur, donc t'en avais mis à jour un sur deux et du coup, t'avais pété ton site. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais non, t'as raison. Ça, c'est vrai, t'as raison d'insister là-dessus parce que c'est vrai que ce truc de l'éditeur, c'est une fonctionnalité absolument géniale, mais qui est super pour les agences. Moi, je pense que Webflow, c'est un outil qui est pour les agences et pour les freelances qui livrent des sites à des clients, quoi. Complètement. Et ça, par contre, pour ça, c'est génial. D'ailleurs, c'est marrant parce que, pour le coup, alors ça va à l'inverse de ce que je disais avant, mais tu sais, avant, ils avaient une fonctionnalité qui était marrante, qui était que tu pouvais facturer ton client à travers Webflow, et ils l'ont enlevé. Ouais, tu peux plus le faire maintenant. Et tu peux plus le faire. Et ça, je sais pas pourquoi ils l'ont fait. C'est dommage parce que je trouvais ça assez intéressant. Tu vois, juste une fonctionnalité pour au lieu de facturer toi, enfin de payer toi, ou alors de dire à ton client de payer Webflow parce que souvent ils y comprennent rien. Bah tu pouvais même faire une petite marge et tout. Ouais, puis il y avait même un portail. Je crois que maintenant sur l'offre agence, enfin le compte agence de Webflow, tu peux proposer un éditeur en marque blanche. Tu peux enlever le logo Webflow et mettre le logo de ton agence ou le logo de ton client. Ouais. Mais bon, ça c'est sur des features enterprise. Ouais. Mais c'est vrai que alors nous, on est arrivé au moment où ils l'enlevaient justement la feature de refacturation. Donc en fait, on l'a jamais utilisé. Ouais. Donc ça nous a pas trop fait mal quand ils l'ont enlevé. Bon après, c'est peut-être pas si utilisé que ça non plus. S'ils l'enlèvent, je me souviens c'est toujours pareil. Il y a toujours des gens qui se plaignent et tout, mais ouais, toujours. Mais c'était intéressant aussi. C'est des choix. Mais tu vois, parce qu'on voit quand même que la plupart des éditeurs no-code, ils ont envie de vendre leurs produits soit à des agences, soit à des clients finaux, mais qui sont des grands comptes, quoi. En fait, les makers, on s'en fout un peu.
Ouais. Pas forcément beaucoup de business, quoi. Quand tu édites un outil, c'est génial d'avoir des agences qui te font la vente à ta place, qui connaissent parfaitement ton outil, donc ils savent quand c'est possible, quand c'est pas possible. Ils vont pas te faire des tickets toutes les 5 minutes pour dire je comprends pas, ça marche pas, alors qu'en fait c'est juste qu'ils l'ont mal utilisé. Donc aujourd'hui, t'es un éditeur d'outils no-code, ton meilleur ami c'est une agence. Hein. Ouais, enfin, c'est les agences. C'est clair. C'est clair. Et d'ailleurs, les très bons outils l'ont très bien compris. Ouais, en général, il y a même. Je crois que tu disais ça par rapport à WeWeb, mais tous les éditeurs aussi ont un système où ils envoient des projets même vers les agences. Enfin, ça c'est aussi c'est pas mal. C'est un bon moyen de fidéliser les gens. Si tu références les bonnes agences et puis tu leur envoies du business, ils vont rester fidèles, quoi. Ouais, et puis en plus, au moins, tu es sûr que les projets qui sont faits sur ton outil, c'est des projets qui sont agréables à montrer. Ça peut te faire des bons showcases par la suite. Donc, mais c'est pour ça que, pour prendre un peu plus de hauteur là sur ce qu'on se disait, c'est pour ça que la communauté No Code France est hyper forte. C'est parce qu'en fait, moi, je connais pas trop d'autres communautés où il y a des liens aussi étroits entre les formateurs, les éditeurs, les agences. C'est génial d'avoir un petit peu ce triptyque et même l'écosystème de freelance. C'est hyper cool d'avoir ce triptyque et je pense que la communauté n'y est pas pour rien. Bah, je pense qu'on a la chance que cette communauté, qu'il y ait tout le monde en fait dans cette communauté comme il n'y en a qu'une. Il n'y a pas du tout de dispersion. C'est intéressant pour les éditeurs de venir s'y intéresser. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, tu vois, mais c'est vrai qu'on voit que depuis qu'il y a du volume, on voit aussi depuis notamment qu'il y a eu le No Code Summit ou tu vois, des événements comme ça, ils se sont rendu compte qu'en France il se passait quelque chose, donc ils prêtent un petit peu plus d'attention au channel, tu vois, donc c'est quand même intéressant. Hein. Je sais plus où j'ai lu que la communauté française du no-code est une des plus actives au monde. Je crois qu'il y a Israël qui sont chauds aussi. Au niveau des outils, tu veux dire, ou au niveau parce que en termes de niveau communauté, de la communauté globale, enfin de la taille globale de la communauté. Honnêtement, moi, parce que je cherche autant que je peux et j'ai jamais vu d'autres communautés qui soient aussi fédérées, tu vois. Ouais. Avec des events tous les mois. Ouais. Franchement, j'en ai pas trouvé qui est la même taille. Même si en Espagne, on a rencontré là récemment les gens de No Code Hackers, par exemple. Ouais. Mais en Espagne, tu vois, tu as deux communautés. Tu as No Code Hackers et Sharing Away. Donc, ils se divisent un peu le truc. Donc, en fait, c'est des communautés un peu privées, puis c'est des boîtes. Donc, ça oriente un peu. Donc, ils ont un peu des contacts avec les éditeurs, mais c'est vrai que pas autant que nous, je pense. Puis nous, en France, on a aussi la chance d'avoir plein d'éditeurs qui ont une forte culture française. Tu vois, Bubble, fondé par un Français, WeWeb, les fondateurs sont français. Ouais. C'est hyper cool d'avoir ça aussi. Je pense que ça participe à la force de la communauté. Des choses comme ça. Ouais, des XAR, exactement. Ouais. Ouais, non, carrément. Ouais. Non, c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir, comme tu dis, cette communauté qui a différents points de vue, en quelque sorte. Enfin, les différents bouts du mouvement no-code sont représentés. Ça fait un truc assez... Et puis ça attire, quoi. Du coup, d'autres... Donc, non, okay, hyper intéressant. Bon, on a fait une grosse digression sur Webflow, mais c'était... C'est vrai qu'à la base, on parlait de Webflow, ouais. C'est intéressant. Du coup... on a parlé. Alors désolé, je regarde mes notes en même temps parce que je vois. Non, il y a on a parlé un petit peu tout ce que je voulais aborder. Peut-être une question un petit peu plus globale parce que je sais que ça intéresse vachement les gens, tu vois, ce côté agence. Toi, c'est quoi un petit peu les challenges que tu dirais dans le fait de faire une agence et peut-être par là même, tu vois, si tu avais des conseils, tu vois, ou je sais pas, tu as un peu toi ton expérience de c'est quoi maintenant, tu vois, de faire une agence depuis 2-3 ans presque maintenant. Ouais. Tu vois, c'est... à quoi tu t'attendais, à quoi tu t'attendais pas, qu'est-ce qui a été dur? Ouais. Alors, on me l'avait dit, mais en fait, ce qui est super dur quand tu montes une agence, c'est que par définition, c'est un business qui n'est pas scalable. Ouais. C'est-à-dire que tu vends du service, donc tu vends du temps. Tu vends du temps, et pour vendre du temps, il faut avoir de la capacité. Pour avoir de la capacité de temps, il faut avoir des talents, et pour avoir des talents, il faut les recruter. Et une fois que tu les as recrutés, il faut les former pour que ça devienne des talents. Il faut les payer aussi. Et puis il faut les payer. Ouais. mais limite le plus compliqué, pour répondre à ta question sur les challenges de qu'est-ce que c'est que gérer une agence, je pense que le plus compliqué, c'est de faire un peu le balancier entre les périodes où on a trop de projets et pas assez de bandes passantes et donc pas assez de talents. Et les périodes où du coup on n'a pas assez de projets et donc il y a des talents qui sont pas staffés. Ça c'est et en même temps en disant ça je j'ai rien inventé parce que c'est le quotidien de toutes les agences, sauf celles qui sous-traitent à des freelances, mais c'est vrai que c'est vraiment compliqué à gérer
parce que par définition, tu peux pas le prévoir. Et si tu veux faire en sorte qu'il y ait tout le temps que tu ne refuses pas de projet, en fait, il faut anticiper quasiment même 6 mois, voire 1 an à l'avance, le recrutement et la formation des personnes en interne. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le plus gros challenge. Ouais, il faut vraiment avoir un peu une vision, un peu une anticipation, planification. Enfin, je pense que et pas être. Finalement, je pense qu'une agence, on a beaucoup l'impression que c'est au jour le jour, tu vois, résoudre des problèmes. Alors qu'en fait, le secret peut-être pour la longévité et c'est justement d'essayer d'anticiper ces choses-là et se dire, ok, là on a telle croissance, ça veut dire qu'il faudra être staffé à tel moment au moins, un petit peu avec cet effectif, et que pour y arriver, il faut faire des recrutements à tel moment. Enfin, c'est la théorie, quoi. Mais... Exactement, ça c'est la théorie, ce que j'allais dire. Ça c'est la théorie et le monde idéal. Dans la pratique, évidemment que même si tu prévois tout de A à Z, de Z à A, t'as forcément, faut être à l'aise avec l'imprévu. Faut savoir que même en prévoyant tout, l'imprévu va quand même arriver. Et donc il faut savoir le gérer, le décaler, le contourner, son jeu de mots avec contournement. Et c'est pour ça que je te disais l'autre jour que votre nom est excellent, parce qu'en fait c'est exactement la philosophie no code, low code, de contournement du problème. Donc ouais, je pense que t'as beau essayer de tout prévoir, en fait c'est impossible de tout prévoir. Et donc c'est bien d'avoir une vision et d'anticiper un peu les recrutements, la formation, la découverte de nouveaux outils. Mais c'est quand même bien d'avoir une équipe. Et nous, chez No Code Factory, c'est la chance qu'on a, c'est qu'on a une équipe de passionnés qui est OK avec le fait que y a des choses qu'on sait faire, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et donc, il faut absolument le dire quand il y a des choses qu'on ne sait pas faire, et les clients sont prêts à l'entendre. Et derrière, si on fait en sorte de pouvoir prévenir suffisamment tôt quand il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et dire tiens, on a des pistes pour soit contourner, soit supplanter le problème, ça c'est le plus confortable à gérer, à la fois pour nous en tant qu'agence, mais aussi pour le client qui a de la visibilité sur quels sont les risques et quels sont les sujets qui ne sont pas à risque. Ok. Et justement, sur cette question un peu de la capacité, enfin, tu as du volume de travail que tu peux faire, il me semble que là, vous ne travaillez pas trop avec des freelances. Enfin, c'était pas... Pourquoi, comment, enfin... Alors, c'est plus facile de travailler avec des freelances, parce qu'en fait, tu peux ne pas refuser de mission quand tu travailles avec des freelances, parce qu'il suffit qu'un freelance soit dispo pour lui refiler le projet. Nous, on le fait pas pour 2 raisons. Première raison, c'est que on a une exigence de qualité et de satisfaction client qui est hyper élevée. Et en fait, le fait de confier des projets à des freelances, ça rendrait beaucoup plus aléatoire le respect de ces standards de qualité. Donc ça, c'est un truc sur lequel on ne veut pas lésiner. Et la deuxième raison, c'est que vu que nous, on travaille avec une forte culture design, on doit former intensément les personnes avec lesquelles on travaille pour qu'ils aient la double casquette design et no code. Et donc, du coup, ça reviendrait à prendre des freelances, les former pendant très longtemps, pour qu'ensuite ils soient opérationnels. Donc en fait, on perdrait la réactivité classique qu'ont des agences qui juste sous-traitent à des freelances. Ok, non, c'est hyper intéressant, tout à votre honneur, hein, d'ailleurs. Enfin, moi, je trouve que c'est une bonne philosophie. Ouais, mais c'est plus dur à gérer que ça nécessite un vrai beaucoup d'anticipation et aussi de dire non à des projets. Ouais, parce que justement, ça allait être ma prochaine question. Est-ce que vous dites beaucoup non ? Alors, moi, ça me fait toujours très mal de dire non, parce que quand tu commences à créer une agence ou même une activité de freelance, au début, tu n'as pas de projet. Donc, tu dois les trouver. Et quand on a un, c'est déjà génial. Et donc maintenant, dire non à des projets, ça fait toujours un peu mal. En même temps, c'est un peu le signe, justement, de la réussite, quelque part, quoi. Ouais, mais en même temps, t'as toujours le petit pincement au cœur de se dire « Ah mince, si on avait été staffé, alors on aurait pu le prendre. » Donc, c'est plus douloureux de dire non que de dire oui, quoi. Ouais, j'imagine tu as toujours ce truc un peu, après c'est le côté aussi chef d'entreprise, c'est-à-dire que tu dois assurer d'avoir toujours du travail à tes employés, et là tu te dis, moi si je dis non, qui me dit que demain j'aurai des nouveaux projets, ça se trouve c'était la dernière proposition que j'allais avoir.
Ouais, après, en no-code, globalement, enfin, je veux pas dire qu'il n'y a jamais de problème pour sourcer des projets en no-code, mais je pense qu'il faut faire... assez serein là-dessus, quoi. Ouais, là-dessus, pour le coup, on est assez serein. Ce sur quoi il faut qu'on soit aussi serein, c'est sur le confort de travail de nos collaborateurs. Tu vois, limite, je suis pas sûr que ça coûte plus cher de refuser un projet que de mettre une équipe en burn-out parce qu'on a voulu prendre... Ouais, t'as raison. Tu vois, le coût et le temps de recrutement et de formation d'une personne qui est passionnée et qui est productive, je pense qu'il est supérieur au coût de renoncement à un projet, quoi. Ouais, non, je pense que tu as raison, mais même c'est avec pas une approche un peu intuitif. comptable, même avec une approche un peu comptable, je pense qu'on arriverait à rationaliser ce truc-là. Mais oui, c'est vrai que ça fait toujours râler de dire désolé, on n'a pas de dispo. Après, on recommande d'aller voir des agences sérieuses qui ont un peu la même philosophie que nous, mais quand on peut pas prendre. Mais c'est vrai que ouais, c'est toujours un petit peu Après, frustrant. Moi, je pense que très honnêtement, c'est quelque chose que j'avais observé un peu à l'époque de Simplon, c'est que des fois, plus on disait non à des gens, plus des fois ils revenaient, quoi. Enfin, il y avait un truc vraiment très bizarre. Je me souviens une fois d'un client, mais vraiment, il voulait que travailler avec nous. Je sais pas pourquoi. En plus, c'était un peu irrationnel, tu vois, parce que on bénéficiait un peu de l'aura de Simplon, mais en fait, nous, en tant qu'agence, on était quand même pas une agence plus extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est pas pour. Mais le mec, en fait, plus on lui disait non, plus on aurait dit qu'il avait envie, tu vois. Je sais pas, c'était vraiment très très étrange. Ça nous arrivait quelques fois d'avoir des fois c'est sympa, mais ouais, c'est la psychologie psychologie humaine. C'est comme si tu veux être sûr d'avoir du monde dans ton commerce, tu payes des gens pour faire la queue devant. Ouais. Et vu que le monde attire le monde, mais ouais, non, mais c'est vrai que, enfin, juste pour revenir là-dessus, en fait, ça prend tellement de temps, d'énergie et de limite, tu crées de la valeur dans le vide, tu vois, pour closer tes premiers clients. En fait, tu repenses, dès que tu dis non à quelqu'un, tu repenses au débutant que t'étais il y a 2-3 ans, et tu te dis, mais en fait, cette personne-là, elle me défoncerait de lui dire non, c'est pas possible. Donc, ouais, ça fait toujours un peu mal, mais bon, je pense que c'est un mal nécessaire. Ouais, moi je pense que ça devrait être un objectif, tu vois, pour les agences ou même en freelance, tu vois, d'être. Enfin, moi en tout cas, je sais que c'était mon objectif, tu vois, quand j'étais freelance pendant un moment, c'est de me dire, il faut que j'arrive à ce moment. En fait, cela dit, je l'ai compris après en réalité, mais tu vois, c'est-à-dire, c'est au moment où tu commences à dire non, c'est là où tu es confortable, quoi. Où tu as la possibilité, en tout cas, de dire non. Après, tu choisis si tu dis non, pas non, mais en tout cas, si tu as cette possibilité de pouvoir faire des choix. Parce qu'il y a la question de la capacité, et puis il y a aussi des fois de pouvoir juste choisir, en fait. Tu vois, finalement, dire non, c'est un truc, mais aussi c'est le fait juste de pouvoir choisir entre, si tu as 3 projets et que tu as capacité que pour en faire 2, tu choisis les 2 le plus intéressant, quoi. Ouais, ou les 2 qui vont faire le plus progresser la team, ou les 2 qui rapportent le plus. Ou les 2 qui rapportent le plus. Moment, c'est l'objectif, mais ouais, non, je suis assez d'accord. Non, écoute, c'est super intéressant tout ça. Dernière petite question, juste pour savoir un petit peu comment vous travaillez. Est-ce que vous utilisez des outils no-code? Est-ce que vous automatisez des choses? Tu nous as parlé d'ailleurs tout à l'heure un petit peu tu disais que vous aviez des interfaces en WeWeb. Alors, peut-être d'ailleurs, avant de parler des outils, peut-être plus parler un peu en termes d'orga, tu vois, un peu en termes de gestion de projet. Est-ce que vous avez des chefs de projet? Comment vous fonctionnez un peu par rapport à ça, quoi? Alors, on a sur tous les projets, on essaye d'avoir un profil plutôt design et un profil un peu plus gestion de projet qui va être capable de challenger le client, de lui faire des bonnes recommandations de priorisation. Voilà, donc on essaie de faire des binômes. On a beaucoup de rituels. Moi, je trouve qu'on en aura jamais assez, mais c'est hyper important en fait d'avoir des touchpoints super réguliers avec les clients parce que ça évite les effets tunnels. En fait, il y a rien de pire que de bosser pendant 3 semaines sur un truc. Ensuite, t'es tout content, tu le montres au client, et le client il dit ah non mais attendez, je vous avais pas dit, mais ça, c'est mort. Donc, on fait des points on fait des daily de 15 minutes tous les matins avec les clients. Pour justement débloquer des petits sujets qui font perdre du temps, pour valider au fur et à mesure qu'on part dans la bonne direction et pour pouvoir ajuster très rapidement si jamais on part dans la mauvaise direction. C'est un peu la méthode Lean, la méthode Lean et agile de Toyota. Ça permet d'être sûr qu'on sacrifie pas des ressources, quoi. Et ensuite, en termes d'outillage, on utilise beaucoup Notion. On a transformé Notion en un petit ERP interne avec plein d'interconnexions entrantes et sortantes. On l'a lié avec Slack
pour pouvoir accéder à des pages Notion directement depuis Slack et pour pouvoir poster des messages dans Slack directement depuis Notion. Ok. Et après, on a tout notre process de facturation qui est sur Airtable. Ok. Mais qu'on peut déclencher depuis Notion. Ok. Et du coup, beaucoup de make, j'imagine, enfin, quand tu parles d'automatisation. Beaucoup de make, ouais. Ok. Mais tu vois, ça nous coûte pas si cher que ça. Le jour, j'ai regardé par curiosité et je crois que ça nous coûte 19 € par mois, make. Je pensais qu'on était à beaucoup plus. En fait, ça va. Ah, mais c'est. Enfin, ça, c'est un vaste débat, tu vois, parce que moi, j'ai souvent. Enfin, en fait, la question, elle se pose rarement sur make, parce que quand même, tout le monde est d'accord que c'est quand même pas très cher. Même si je trouve que, en fait, make consomme plus de tâches que Zapier. Par contre, c'est vrai que Zapier, c'est plus cher que make. Mais en fait, même en étant plus cher, admettons, c'est 3 fois plus cher. Tu sais combien vous consommez de tâches par mois ? Bah, je pense, à peu près 20 000. Ouais, okay. Si on est à 19 €, tu vois, c'est 10 000 € les. Non, c'est. 9 €, 10 000. Ouais, 10 € les 10 000, ouais. Donc on doit être à peu près à 20 000. Ouais, ok. Parce que tu vois, bon, c'est sûr qu'avec Zapier, ce sera un peu plus cher, mais après, tu fais pas forcément les choses pareilles. Mais admettons, même si c'était 100 chez Zapier, en fait, le temps que tu as économisé, de toute façon. Ah ouais. Et la charge mentale. Et ouais, voilà, c'est. Parce que ça coûte beau. Ça, c'est le vrai coût caché. C'est la charge mentale. Ouais. Sur Make, tu peux te faire des alertes personnalisées. NCScale a mis en place des petits trucs d'alerting en fonction de la sévérité des scénarios, de la criticité des scénarios. En fait, le temps et la charge mentale que ça fait gagner, elle vaut beaucoup plus que même si c'était 300 € par mois. Ouais, carrément. Au bout d'un moment, en fait, te faire déconcentrer tous les quarts d'heure parce qu'il y a des scénarios qui pètent. En fait, ça coûte beaucoup plus cher que 300 € par mois, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et faire des trucs à la main, ça coûte encore et ça, cher. Et bon, ça, on n'en parle même pas, tu vois. Mais ouais, non, on est bien d'accord. Ouais. Ok, non, bah écoute, hyper intéressant. Est-ce que vous documentez un peu tout ça ? Est-ce que vous partagez ce que vous faites, tu vois ? Alors, pas assez à mon goût. On est en train d'essayer là de faire plus de vidéos, de comparatifs d'outils, de top 10 des outils sur telle ou telle verticale, top 10 des outils pour tel et tel persona. Moi, ça m'avait beaucoup aidé quand j'ai commencé, donc je trouve qu'on pourrait le faire encore plus. Ça crée beaucoup de valeur, donc c'est toujours cool. C'est ça. Après, la documentation de ce qu'on livre aux clients, en fait, ça coûte du temps et donc de l'argent de tout surdocumenter. Donc en fait, on le fait que lorsqu'on sait que le client en aura besoin et qu'il va remettre les mains dedans. Tu vois, ça sert à rien d'aller documenter des trucs où en fait on sait que derrière les clients ils vont jamais regarder, ils vont juste nous appeler quand il y a un souci. Voilà. Okay. Donc ça, on essaie de voir. C'est intéressant parce que d'ailleurs ma question était plus un peu sur le côté, on va dire communication externe, etc. Ouais. Mais cela dit, la question de la documentation, c'est très intéressant. Donc c'est un bon point. Tu fais bien de l'évoquer, la documentation client. Et alors du coup, ça veut dire, mais par contre, vous documentez quand même pour vous-même en interne. Ouais. On a un petit système de ce qu'on appelle des fast track. Donc, dès que quelqu'un apprend à faire un truc dans l'agence, en fait, on remplit un petit tableau où on décrit un petit peu ce qu'on a appris. Et ce truc-là est visible par tout le monde. Et en fait, on peut aller demander à la personne qui a appris à le faire de nous apprendre. Et après, on compte toutes les semaines, tu vois, combien de personnes on fast-tracker, combien de personnes. Et on essaye de regarder qui sont les meilleurs coachs. Ouais, exactement, les meilleurs fast-trackers et les meilleurs fast-trackés. Et c'est assez cool parce que ça fait un petit jeu en interne et en même temps, ça fait progresser tout le monde. C'est bien, en plus, ça peut même être un indicateur, je trouve, qui est assez intéressant, même tu vois, en termes d'entretien annuel, enfin, trucs comme ça, de regarder ce genre de choses, c'est vachement positif, tu vois. Et un jour, quand on sera grand, on le rendra public. C'est en fait toute cette base de petites compétences. En fait, le fast track, la règle, c'est que quand ça te prend moins d'une heure d'apprendre à le faire, alors c'est une fast track. Okay. Et il faudrait que je regarde par curiosité la quantité de choses qu'on a appris et qu'on s'est appris à faire. Je pense que ça peut être intéressant de le partager en externe. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant. Déjà, juste la statistique, tu vois, un peu le nombre, etc., c'est intéressant. Et en plus, après, le contenu en lui-même, évidemment, aussi peut être hyper intéressant, quoi. Trop bien. Bah, ça, je serais très curieux de voir ça. Avec plaisir. Où est-ce que, du coup, on peut te suivre ? Et puis, après, aussi, ce que vous faites
Alors moi, je suis pas hyper actif sur LinkedIn, Twitter, etc. Le mieux, c'est soit de m'écrire sur LinkedIn, donc Valentin Bert, soit de nous contacter directement sur nocodefactory.fr. Ok. Bon, de toute façon, je mettrai tous les liens. Trop bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci, Alexis. Et puis, très bientôt. À plus. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu, encore une fois. Je sais que les épisodes où je parle d'agences avec des gens qui bossent dans des agences, qui en ont fondé et tout, souvent sont très appréciés. Moi, c'est vrai que c'est des échanges aussi que j'aime beaucoup. Hein. Vous le savez, j'ai géré une agence pendant presque 4 ans. Pas une agence no-code, une agence traditionnelle, mais néanmoins, je trouve que c'est fascinant. Et moi, ça m'intéresse vachement de voir comment justement ce métier évolue, cette activité évolue, même si des choses, des problématiques, comme l'a évoqué Valentin, sont toujours les mêmes, notamment le passage à l'échelle et la croissance. Mais voilà, de voir comment le no-code résout peut-être certaines de ces choses ou pas. Je trouve ça toujours passionnant. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Si ça vous intéressait, n'hésitez pas à contacter Valentin. Il est souvent là aussi dans les apéros si vous jamais vous passez à Paris ou alors dans des événements divers et variés. Et voilà, moi je serais très content de vous retrouver. Au moment où je publierai cet épisode, je serai à Nantes au Web Today. Voilà, si vous écoutez presque en live cet épisode et que vous êtes à Nantes, n'hésitez pas à venir me voir. Ça sera un grand plaisir de discuter. Et puis voilà, essayez de pas forcément me trouver trop tard le soir, parce que ça c'est pas forcément le meilleur moment, comme je l'ai déjà évoqué, même si j'ai encore une fois, j'espère revoir, je me souviens plus de ton prénom d'ailleurs si tu écoutes ce podcast, mais si cette personne que j'avais croisée le soir qui m'avait parlé du podcast, le soir de la soirée de clôture du Web Today l'année dernière, voilà, j'espère qu'on se recroisera plus en journée pour pouvoir discuter un peu plus. Voilà, donc ça c'était bon, la petite anecdote, mais en tout cas voilà, moi j'ai hâte, j'anime une conférence en plus sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, j'ai passé beaucoup trop de temps, j'ai notamment passé beaucoup trop de temps à générer des images avec Midjourney, à faire des slides, à faire une présentation qui je pense n'est pas aussi incroyable que ce que je pense, enfin en tout cas que le temps que j'y ai passé. Mais je pense que je vais proposer 20 ou 30 minutes un petit peu sympa aux gens. Et pour moi, c'est le plus important, parce que je trouve que dans ces conférences, souvent, on se fait un peu chier, parce que c'est très dur d'être un bon speaker. Tout le monde n'a pas ce talent. D'ailleurs, je dis pas que je l'ai pas du tout, mais j'essaye de compenser en préparant beaucoup. Donc voilà, moi je suis pas très à l'aise sur scène et à parler en public, mais par contre du coup j'ai souvent des bonnes idées et des manières de les présenter un petit peu différentes. Donc voilà, moi j'essaye d'avoir conscience j'essaye de faire une conférence où je me dis si j'étais assis, je serais pas en train de me faire chier pendant 20 minutes, parce que 20 minutes ça peut être très long. Donc voilà, j'essaye de faire ça. Donc je pense qu'on va passer un bon moment. Ce sera aux gens de me le dire. Moi j'ai hâte aussi que ça soit passé, parce que ça me stresse un peu. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'en parle là. Et puis écoutez, on s'arrête là. Honnêtement, je sais pas du tout ce que sera le 109e épisode, puisque ça sera le dernier de la saison 10. Voilà, je sais pas trop, à vrai dire, mais ça me fait bizarre de me dire qu'après je vais commencer la 11e saison. Ça fait autant que saison dans Friends, je crois, je crois qu'ils sont arrêtés à 10, je crois. Je sais pas, dans les séries, 10 c'est déjà un bon cap, donc on verra. Mais bon, on va continuer toujours sur un rythme un peu décousu comme maintenant. Mais voilà, et n'oubliez pas évidemment le podcast aussi de l'association No-Code France, qui est toujours là eux ils sont fidèles au poste chaque semaine. Donc vraiment, allez écouter, c'est vraiment super. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vais aller faire ma petite course matinale et je vais écouter un podcast en même temps. Peut-être le dernier épisode d'ailleurs de l'asso. Voilà, allez, à bientôt.